l'actu. Coup d'œil sur l'actu avec l'invité. Coup d'œil sur l'actu Avec l'invité. L'invité des regards. Et nous accueillons Michel Lusseau pour son coup d'œil sur l'actu. Bonjour Michel Lusseau. Bonjour, j'espère que vous m'entendez. On vous entend bien. Impeccable, Michel Lusseau, nous vous entendons très très bien. Alors merci d'être avec nous, on vous présente plus sur Radio Anthropocène, mais je vais le faire quand même pour nos auditeurs. Vous êtes géographe, professeur à l'ENS de Lyon et défenseur de l'hypothèse d'une urbanisation généralisée du monde, actuellement à Ottawa pour la chaire commune Université de Lyon et Université d'Ottawa autour de l'urbanisation généralisée donc. Et pour commencer cet entretien, cette interview, on voulait vous demander, vous qui êtes à Ottawa depuis avril, est-ce que vous voyez des différences culturelles sur la façon d'aborder et d'appréhender le changement global en Amérique du Nord par rapport à l'Europe ? Oui, sans aucun doute. Bonjour à tous et à toutes. Oui, sans aucun doute, dans la mesure où ce qui me frappe depuis 2 mois, c'est le retard de la prise de conscience, si je puis dire, de l'ampleur du changement global. Il y a incontestablement en Amérique du Nord un lieu d'observation idéal pour comprendre ce que l'on pourrait appeler le système d'habitation thermo-industrielle du monde, fondé sur une dépendance totale aux énergies fossiles et sur une dépendance totale du système extractiviste. Il y a là une situation en Amérique du Nord qui est encore sans comparaison avec ce que nous pouvons vivre en Europe, où on peut évidemment critiquer, et il faut le faire, la façon dont un certain nombre de gouvernements européens tergiversent avec la question du changement global. Mais j'ai l'impression que la prise de conscience sociale et politique en Europe est quand même beaucoup plus forte, beaucoup plus nette, et que ça se traduit à la fois dans la sphère publique et médiatique, où ces questions de changement global ne sont que très très peu abordées, même en période d'incendie, c'est abordé de façon relativement incidente. Et puis surtout, au jour le jour, on a l'impression que ça n'est pas une préoccupation majeure, que la préoccupation majeure est plutôt de continuer de faire en sorte que le business as usual puisse continuer aussi longtemps que possible. Et ça c'est très troublant, hein, et ça se lit à travers des choses tout à fait élémentaires comme le rapport à l'automobile, le type d'automobile en circulation, le rapport à la consommation alimentaire, le type de produits alimentaires en circulation, le rapport à la consommation de matières plastiques. On est véritablement submergé par le plastique à des points encore beaucoup plus importants qu'en Europe. L'absence de questionnement de fond sur un certain nombre de phénomènes qu'on peut ressentir, pourtant très concrètement, de dérèglement des conditions météorologiques. Il y a dans cette Amérique du Nord comme une sorte de point de vue tout à fait idéal et fascinant sur le système Holocène et sur la difficulté à en sortir. Donc ça veut dire que le nouveau monde a encore à apprendre du vieux monde. Michel Lusseau, aujourd'hui on dénombre 226 feux de forêt considérés comme incontrôlables au Canada, qui pourraient durer jusqu'à la fin de cet été. En 2021 déjà, le Canada avait subi un dôme de chaleur historique dans l'Ouest, avec des canicules à répétition au Québec. Et est-ce qu'il y a eu justement, mais vous y avez répondu en partie, une évolution politique dans la prise en compte et en considération de ces événements-là sur ces 2 dernières années ? Je n'ai pas l'impression que ça soit très flagrant. Je pourrais donner l'exemple de ces incendies qui sont de fait tout à fait spectaculaires. Depuis le jour où j'ai mis le pied au Canada, le 22 avril, il y a chaque jour de nouveaux incendies qui apparaissent. Les premiers incendies en Alberta se sont déclenchés en avril, très tôt, en raison d'une sécheresse de printemps tout à fait inusité, après un hiver qui lui-même avait été un hiver très particulier.
Ces incendies, comme vous l'avez signalé, sont incontrôlables. Un hiver tout à fait particulier, c'est-à-dire ? Parce qu'un hiver avec assez peu de froid constant, des précipitations neigeuses très irrégulières, dans certains endroits une très grosse accumulation de précipitations neigeuses, dans d'autres endroits très peu, on voit que le Canada est très exposé au dérèglement des régimes de variabilité climatique et que le Canada, peut-être plus que d'autres pays, est en train de vivre le fait qu'il n'y a plus de régularité. Vous savez qu'un des problèmes du changement climatique, du réchauffement climatique, c'est que les variabilités évoluent et que les régularités disparaissent. Donc on est effectivement là aussi dans un monde qui est en train de commencer à vivre l'expérience de l'extrême variabilité et du changement très brutal de conditions. Donc on peut avoir un déluge d'eau suivi par 8 jours de très forte chaleur avec des vents extrêmement desséchants qui créent très rapidement une sécheresse, des couches arbustives favorables au démarrage des incendies et donc vous voyez il y a comme ça des boucles de rétroaction qui s'enclenchent très vite avec la certitude qu'il n'y a plus véritablement de mesures de rappel et les incendies au Canada sont dans cette situation-là. En fait, ils ne sont plus contrôlables. Ils ne sont plus contrôlables parce qu'ils sont très violents, très virulents, dans des zones très peu accessibles pour un certain nombre d'entre eux. On estime que pratiquement la surface de la Suisse, pas pratiquement au-dessus de la surface de la Suisse, a aujourd'hui été consumée par les incendies depuis 6 semaines. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est colossal. Oui. C'est totalement colossal. Des flammes de 50 à 80 mètres dans les méga-feux du Québec. Ces feux ne sont plus approchables. On ne peut même plus les approcher. D'ailleurs, souvent, il n'y a pas de route pour les approcher. Et de surcroît, nous sommes dans un pays fédéral où les moyens de lutte contre le feu sont des moyens mis en place par les provinces et qui n'ont absolument pas les moyens nécessaires pour combattre autant de feux en même temps. Et il n'y a pas véritablement de coordination fédérale à la hauteur parce qu'on a complètement sous-estimé l'importance des méga-feux, alors même que depuis 20 ans, sur le continent nord-américain et partout au monde, mais en particulier dans le sud-ouest américain, les méga-feux sont constants et auraient dû alerter. Donc il y a une sorte d'incapacité à faire face aux alertes qui est tout à fait renforcée en Amérique du Nord avec une sorte de désinvolture qui est à proprement parler stupéfiante. L'Alberta brûle, les champs de pétrole de l'Alberta sont traversés par les flammes. Mais dans les jours qui suivent les premiers incendies, alors même qu'on sait que ces incendies sont liés au réchauffement climatique et que l'extraction pétrolière y est pour beaucoup, l'Alberta est une des provinces sur laquelle le Canada fonde sa puissance d'économie extractive. D'ailleurs, je crois qu'on l'appelle Oilberta, non ? Voilà, Oilberta, les pipelines de l'Alberta irriguent l'Amérique du Nord. Les Albertiens ont réélu triomphalement le gouvernement conservateur qui est thermo-industriel et extractiviste sans aucune difficulté. Donc, il n'y a pas de prise de conscience. Donc, on a véritablement l'impression comment le dire, de vivre d'ores et déjà dans un champ de ruines, mais avec des habitants tout à fait joyeux de continuer à essayer d'éteindre les incendies avec un lance-flamme. Et dans les médias, est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de la représentation de ces catastrophes dans les médias ? Est-ce qu'on parle de quelque chose qui est inévitable, de toute façon on ne peut plus rien faire, ou qui est décorrélé avec des causes qui pourraient être le réchauffement climatique ? Alors, ça n'est pas vraiment décorrélé. Les médias font plus ou moins bien leur travail, mais font plutôt leur travail. Il y a 2 très grands médias d'État, en particulier Radio-Canada pour la partie francophone et CBC pour la partie anglophone, qui sont assez clairs sur à la fois le caractère démesuré des incendies. On n'avait jamais connu ça. Le caractère démesuré de ces incendies, qui sont assez clairs sur
la relation possible au changement climatique. Alors c'est encore assez prudent, assez atténué. On sent bien qu'il ne faut pas heurter des intérêts économiques qui sont extrêmement puissants. Je crois qu'on réalise bien en Amérique du Nord à quel point les espaces publics de débat, les vies sociales et politiques, les sphères publiques de débat sont marquées par les intérêts économiques, par l'économisme. On mesure encore mieux en Amérique du Nord qu'en Europe à quel point tout est subordonné en fait à la réalisation normale et profitable de l'activité économique. On voit bien des sociétés. Oui, voilà. Et puis même alternative et même des sociétés qui se sont entièrement construites autour de l'apologie en fait de la croissance, du profit, de la rentabilité, où finalement tout est comptabilisé en termes de dollars gagnés ou de dollars investis. Vous savez que même aux États-Unis et au Canada, le box-office des films ne compte pas le nombre de spectateurs comme en France, mais le nombre de dollars engrangés. Donc on sent bien que tout est fonction en fait de la valorisation par le chiffre d'affaires et on voit bien qu'il est très difficile en fait d'aborder frontalement ces questions-là. Il y a néanmoins des voix qui s'élèvent, notamment chez les peuples autochtones. La question des peuples autochtones est très importante au Canada, même si d'ailleurs les peuples autochtones sont toujours assez souvent déniés dans leurs droits. Il y a eu beaucoup d'évacuations d'autochtones, on n'en parle pas beaucoup en Europe, mais beaucoup de lieux habités de façon très fragile par des peuples autochtones sont aujourd'hui la proie des flammes. Donc il y a beaucoup d'autochtones qui ont été évacués, mais finalement on n'a pas l'impression que ça soit quelque chose de si important que ça. On s'inquiète plutôt de la possibilité de continuer les conditions d'exploitation du pétrole, on s'inquiète plutôt des menaces sur la saison touristique, on s'inquiète plutôt de la façon dont tout ça va entraver les mobilités actuelles ou les mobilités estivales. Au Québec, on s'est mobilisé, c'est tout à fait symptomatique, on s'est mobilisé très vite pour protéger les emprises d'Hydro-Québec, la grande firme d'exploitation hydroélectrique, parce que Hydro-Québec est une sorte de dieu économique vivant au Québec. C'est aussi une entreprise qui fournit une grande partie d'une électricité qu'on dépense en surabondance. Moi, je suis complètement effaré de voir que, alors qu'il ne fait pas chaud là en ce moment à Ottawa, les climatisations sont enclenchées partout. On a l'impression que dès qu'il fait plus de 18 degrés, la climatisation est enclenchée. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas de réflexion sur la façon dont on pourrait aussi réfléchir à la régulation des utilisations énergétiques. C'est-à-dire qu'il y a absolument rien de ce point de vue-là. C'est quelque chose où on a l'impression d'être totalement dans une sorte de confiance dans un monde thermo-industriel qui est pourtant de toutes parts en train de manifester son extrême vulnérabilité. Donc, je vous avouerai, alors peut-être que c'est parce que je suis un Européen plutôt conscient de la nécessité d'agir. Vous pourrez penser, et certains de mes collègues canadiens pourront penser que j'exagère, mais il y a quand même une expérience très, très troublante. Nous avons vécu à Ottawa plusieurs jours de smog où les fumées des incendies du Québec. Justement, oui. Michel Lusseau, moi je voulais revenir avec vous sur cette expérience qui a été très particulière avec les incendies qui, on l'a vu, que ça soit à Ottawa, mais on a vu des images de New York particulièrement frappantes, particulièrement troublantes, d'une ville plongée dans un brouillard de fumée. Comment est-ce que vous l'avez ressenti ce moment-là ? Quelle a été votre expérience sensible ? Et est-ce que cette expérience sensible ne va pas à un moment aussi frapper les habitants de ces espaces-là ? C'est très troublant. Vous vous réveillez un lundi matin de bonne heure, le ciel est orange, vous sortez, le brouillard est présent, un vrai smog comme on n'en connaissait plus depuis qu'on a éradiqué les poussières de charbon dans les villes. Le brouillard est sensible, il est âcre, il vous pique les narines et ça sent la fumée. Ça sent fumée d'incendie. Donc vous êtes directement connecté à un incendie dont le plus proche est à 600 km ou 500 km. Et là, vous prenez conscience, si vous le voulez bien, du fait que tout est relié, que plus rien ne peut être séparé, que plus rien n'est insignifiant, que finalement, la caractéristique du monde anthropocène, c'est que ce qui se déclenche ici et maintenant
peut concerner tout le monde et ailleurs. Voilà. Et vous vous dites, voilà, je vis en direct une manifestation de cette habitation anthropocène que je pense abstraitement en tant que géographe depuis quelques années. Et bon sang, comment se fait-il que personne ne réagisse ? Comment se fait-il que personne ne réagisse, si ce n'est en disant oh bah dis donc c'est pas agréable, ou flûte ça va être compliqué pour allumer des barbecues. Justement, par exemple, et une conversation surréaliste dans un magasin. Ah bah oui, on n'a pas de chance cette année. Il a fait frais. Là, il y a la fumée. Demain, il va pleuvoir. La saison de barbecue n'aura duré que 3 jours. Mince. Vous voyez, mince. Et là, vous vous dites, c'est trop bête. Alors, est-ce que les groupes d'intellectuels ou d'universitaires, de chercheurs arrivent à se mobiliser, à faire entendre leur voix, ou est-ce que là aussi, je sais pas si on a. Vous êtes toujours avec Michel Lusso ? On l'a perdu, mais peut-être que la réponse viendra à. Michel Lusso, vous êtes là. Est-ce que c'est allô Oui, Don't c'est bon. Look Up. Ouais. Voilà. Mais Indra, tu peux reprendre la question. J'ai entendu la question. Voilà, c'était par rapport à... Donc c'était par rapport à la classe intellectuelle. Je n'ai pas l'impression que ça soit si présent que cela. Oui, je n'ai pas l'impression que ça soit si présent que ça. Je n'ai pas l'impression qu'il y a un débat public très organisé et très structuré autour de ça. J'ai pas l'impression qu'il y a une multiplication d'initiatives. C'est un petit bruit de fond. Mais il y a quand même une sorte de retard à l'allumage, et les catastrophes qui arrivent sont plutôt minimisé. Je parle même pas des sites complotistes ou trumpistes. Vous savez qu'on soupçonne qu'un des prochains, le prochain chef d'État canadien pourrait être une sorte de trumpiste à la sauce canadienne. On accuse les écologistes d'avoir allumé les incendies pour inquiéter les Canadiens. Voilà, on en est là aussi. Et je n'ai pas l'impression qu'il y a complètement une structuration du débat public par ces questions, en tout cas de façon beaucoup moins nette qu'en Europe ou même que dans le monde latino-américain. Je pense, il y a évidemment des gens qui sont extrêmement préoccupés, extrêmement soucieux. On en croise quelques-uns à l'université, mais même l'université d'Ottawa n'a pas encore fait de cette question une grande question de mobilisation. Vous me direz, l'université de Lyon l'a-t-elle fait? Je n'en suis pas sûr. Mais il y a incontestablement quelque chose comme une volonté de tenir tout cela à distance qui est quand même assez troublante, dirais-je. Et dans la jeune génération que vous côtoyez, je pense aux étudiants à l'université d'Ottawa, toutes disciplines confondues d'ailleurs, est-ce qu'il dans cette jeune génération justement il y aurait un mouvement plus homogène en direction d'une acceptation de cette crise? Il y a plus de sensibilité. J'ai fait une intervention aussi dans un lycée, le lycée français d'Ottawa, le lycée où j'ai pu intervenir devant des classes de première et de terminale et observer un travail qui avait été fait en relation avec la chaire dont vous parliez, avec les professeurs d'histoire-géographie et de sciences de la vie et de la terre, avec des élèves de 4e et de 3e qui ont été amenés à produire des maquettes de l'Ottawa idéal de 2050, et on a vu que dans ces maquettes il y avait souvent des entrées qu'on pourrait qualifier d'environnementales, mais liées au fait que il fallait peut-être changer l'environnement, mais de façon très curieuse, c'est-à-dire les jeunes disaient il n'y a pas assez d'espace vert à Ottawa. Or, Ottawa est une ville très peu dense, qui est en réalité très très vert, où il n'y a pas assez d'accessibilité au transport, ce qui est vrai. Mais les propositions qui étaient faites étaient plutôt des propositions
l'Anthropocène, c'est-à-dire il fallait mettre plus de jardins et puis développer des téléphériques et puis on s'en sortirait comme ça. Mais il n'y avait pas véritablement de questionnement sur le style de vie, sur l'allure de vie, pas de questionnement sur le pétrole, sur l'énergie, sur l'alimentation en tant que telle, pas de questionnement sur la façon de faire évoluer véritablement nos rapports à l'économie, à l'argent. Il y a une sorte d'obsession de l'enrichissement qui est quand même tout à fait particulière. Je crois que l'Amérique du Nord, de ce point de vue-là, est assez stupéfiante, même si le monde entier est régi par cela. Une sorte d'obsession de la réussite financière qui est tout à fait nette, y compris dans les jeunes générations. À l'université, il y a des consciences qui naissent, mais dans une certaine mesure, et je m'en réjouis par ailleurs, les questions raciales et de genre, ainsi que les questions autochtones, sont plus mises en avant que les questions environnementales et anthropocènes. Alors bien sûr, elles sont liées, mais il y a plus de sensibilité sur la dénonciation des inégalités raciales et de genre, et c'est très très bien, et il faut le faire. Et là, c'est plus présent qu'en France, paradoxalement. Le Canada apparaîtrait comme une terre wokiste à beaucoup de nos réactionnaires souverainistes républicains à la française, parce qu'il y a effectivement beaucoup d'attention aux questions de genre, d'orientation sexuelle, de droit d'expression des minorités, d'attention aux peuples autochtones, d'attention aux questions raciales et aux inégalités raciales, mais c'est très déclaratif et ça n'empêche pas que les inégalités de genre, les inégalités raciales, les inégalités sociales soient féroces à l'intérieur de la société canadienne. À Ottawa, on est frappé du nombre de homeless dans les rues, du nombre de gens qui sont dehors dans des états souvent extrêmement fragiles et altérés, d'autant qu'il y a une très grave crise des opioïdes et du fentanyl également en Amérique du Nord et au Canada. Donc les inégalités sociales avérées sont terrifiantes, sont très brutales, mais dans le discours, il y a beaucoup d'attention à ne heurter personne. Mais la question environnementale me paraît globalement sous-traitée. Voilà, je le dis comme je le ressens. Je me trompe peut-être que certains de mes collègues canadiens trouveraient que j'exagère, mais déjà que je trouve qu'en Europe c'est sous-traité, mais là je trouve que c'est encore plus flagrant. Non, mais votre témoignage est juste, mais c'est vrai que ce que vous décrivez, cette attention, au décolonial, au peuple autochtone, est aussi lié à la singularité de leur territoire et de leur histoire, surtout par rapport à celle de l'Europe, qui a une histoire un peu différente. Là, pour terminer, Michel Musso, qu'on comprenne bien, un habitant d'Ottawa, c'est quoi sa journée type? Il mange quoi? Il se déplace comment? Il fait beaucoup de distance? Est-ce qu'il va à la chasse à l'ours le week-end et il fait des barbecues? Kayak, kayak, bien sûr. Dans la Ottawa est une métropole de 1 500 000 habitants, très étalée. Le territoire d'Ottawa, métropole sur le Québec et sur l'Ontario, est équivalent à celui de la métropole de Londres. Avec évidemment 6 fois moins d'habitants, très étalé, très peu dense. Un downtown très peu dense, assez peu d'immeubles de grande hauteur, très dépendant de l'automobile, très peu de transports en commun, une seule ligne de tramway métro qui fonctionne d'ailleurs de façon assez erratique et qui ne joint qu'une dizaine de stations entre elles, très peu de bus. C'est une ville néanmoins marchable où pas mal de gens marchent dans le centre-ville sur des courtes distances, mais comme la ville est très étalée, plus d'une 40aine de kilomètres de nord au sud et d'est en ouest, l'usage de l'automobile est très rapidement indispensable. Très peu de concentration commerciale au centre-ville, beaucoup de centres commerciaux périphériques, beaucoup de vie de quartier périphérique qui là aussi exigent des automobiles. Donc la vie d'un Ottawais, c'est souvent une vie d'automobilité. Les gens habitent souvent très loin du travail. Très peu de gens habitent autour du campus de l'université. Beaucoup de gens habitent très loin du campus. D'ailleurs, un campus très peu animé de ce point de vue-là, avec assez peu de monde en présence. Des Ottawais qui, pour faire leurs courses, n'ont à leur disposition que des supermarchés assez classiques,
voyez, dans la zone dans laquelle je suis, moi je suis au centre d'Ottawa, à distance marchable évidemment de l'université, j'ai pas d'automobile, et je n'en veux pas. Un seul supermarché dans le périmètre de 5 km de rayon que j'ai parcouru autour de mon domicile, un seul supermarché bio avec du vrac. Tout le reste, c'est de l'achat alimentaire sous plastique, sous cellophane, beaucoup de produits venant du Mexique, des États-Unis, beaucoup de produits de l'agro-industrie, une alimentation très chère, tout est très cher. Eh bien, ce sera... Allô, Michel Lusseau, oui, malheureusement, ce sera le mot de la fin, le temps nous manque. Encore merci beaucoup d'être venu. Donc, une habitation encore très holocène, en fait. Très holocène, mais en tout cas, vous nous faites rêver, et puis surtout, vous nous faites rêver. Je ne suis pas tout à fait le terme, mais on vous souhaite un bel été, et puis on a hâte de vous retrouver en terre européenne. À bientôt à vous, ça, et bravo pour une conférence de presse. La radio. Mille merci. C'est formidable. Mille merci. À bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Radio Anthropocène.